Le rucher est super propre. Les propriétaires ont tondu, c'est super beau. Les arbres en fleurs, un prunier là au-dessus. Et le rucher qui est super propre, là je suis vraiment content. J'ai bien bossé, c'est pas une ruine. C'est pas un bidonville, on voit là, j'ai plutôt super bien rangé. Franchement ça va, hein. C'est pas mal. Et c'est pas terminé, hein. Tout ce bois là qui traîne, je vais m'en débarrasser. Je vais le laisser sécher, il servira pour brûler dans une cheminée. Derrière, il me reste plus beaucoup de ruches finalement, hein. Tout ça, je vais le ranger proprement. De toute façon, je vais le répartir puisque on va mettre ça sur des ruchers. Donc tout ça, je vais le virer. Ce qui fait que là, il restera plus rien. Presque plus rien. Des extincteurs derrière pour les frelons. Donc là, franchement, ça va, c'est propre. Je suis content. Bon, bah, j'ai 3 colonies. Les 3 colonies de cet hiver, bah, finalement, elles ont survécu. Apparemment, elles n'ont pas eu de problème avec les varrois. Par contre, je reste toujours inquiet avec les varrois. Donc cette année, j'ai rien fait. J'ai laissé tel quel pour voir. Je considère que c'est aléatoire de toute façon, hein, qu'on fasse des traitements, qu'on n'en fasse pas. Franchement, je dirais que la mortalité change pas vraiment, quoi. Donc, un de nos gros projets cette année, ça va être de s'occuper des varrois. Rien que ça, rien que ça. Et ça fait déjà plusieurs années que j'avais envie de m'en occuper, mais j'ai pas le temps. J'ai plusieurs idées. Dont la température. Je pense qu'on doit pouvoir faire marcher les solutions avec la température, mais bien sûr il faut trouver des solutions à faible coût, sinon c'est pas possible. Donc je vais essayer de me relancer sur ce projet. Mais bien sûr mon projet le plus important, celui auquel je tiens le plus, c'est d'installer des ruches minimales le long de la rivière. D'ailleurs, j'ai justement Stéphane qui vient de m'envoyer un SMS pour me rappeler qu'il était intéressé. C'est un gars à qui j'ai vendu des bambous que j'utilise plus, puisque maintenant dans les tentes on met des montants en fibre de verre. La tente n'est plus un kit, elle est complète. Du coup, bah, je revends les bambous, donc je l'ai croisé et bien sûr je vais parler des abeilles, puisque je parle des abeilles à tout le monde. Et il est intéressé pour installer des ruches chez lui. Il est le long de la rivière, du côté de, je dirais Villecrène, sans certitude, peut-être. Et voilà un contact de plus. Donc le gros projet, c'est ça. C'est redonner un habitat aux abeilles. Apis mellifera naturalis. Les ruches seront des ruches minimales. Donc une ruche minimale, c'est ce qu'on a en face de nous. Sauf qu'au lieu d'avoir 2 blocs varés, il n'y aura qu'un seul bloc varé. Donc ce sera la taille idéale théorique pour un essaim naturel. La conséquence, c'est que ces colonies vont essaimer très facilement puisque le bloc sera vite rempli. Et c'est justement ce qu'on cherche à faire, des essaimages rapides et nombreux pour recréer une sélection naturelle et réussir à retrouver des abeilles qui survivent. Voilà, je reprends la vidéo. Alors c'est Clara qui m'a appelé. Clara qui est du côté de Fontainebleau et qui a déjà des ruches en dadans, qui a perdu ses colonies comme tout le monde et qui avait bien envie de remettre des essaimages. Donc c'est Richard qui lui avait parlé de notre récupération d'essaims et donc elle a très bien fait de m'appeler pour récupérer des colonies en avril. Donc on la met sur la liste et puis on lui amènera des essaims. Et visiblement encore une personne de plus qui n'a pas spécialement envie d'exploiter les abeilles et qui a envie d'avoir des ruches, de récupérer un peu de miel et voilà, et d'avoir le meilleur hobby possible. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire moi? Bon bah je suis quand même content d'avoir ces 3 colonies parce que pour un apiculteur ou un pseudo-apiculteur, ne plus avoir d'abeilles du tout, c'est déprimant. Donc là, mais avec ces 3 colonies, je sauve l'honneur, on va dire. J'en ai perdu vraiment beaucoup. Et surtout, j'étais déçu. Avant même l'hiver, j'avais le plus gros essaimage qu'on a récupéré l'année dernière, mais vraiment énorme.
Et je l'avais mis dans une ruche varée avec, je sais pas, 4-5 blocs. Il était vraiment énorme. Et la colonie a disparu. Et j'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris pourquoi. Je sais pas en fait. Je sais pas. Alors les varrois, j'ai envie de m'occuper des varrois. Donc je vais commencer par le début, c'est-à-dire là, ces 3 colonies, je vais mettre une feuille de papier en bas et je vais commencer à faire des comptages. Et commencer à essayer de prendre un peu conscience de... Ah, j'adore là les fleurs là, les pétales de fleurs qui tombent, c'est super. On n'est pas encore, c'est pas encore le Japon, mais c'est pas mal. Et c'est pas des cerisiers, c'est un prunier ça. Donc les varrois, commencer à toucher un peu les varrois, les voir, les compter, et puis prendre la mesure et commencer à chercher des techniques pour les détruire. Évidemment, je n'utiliserai jamais aucun produit chimique. Je vais chercher des solutions totalement mécaniques. C'est une affaire de credo. Voilà. Donc en fait, je suis venu. J'ai failli pas faire de vidéo. Il faut reprendre les bonnes habitudes. Hein. Je suis venu tester le nouveau modèle de tente. Ça c'est la tente anti-frelon 2024. Elle est partielle. Alors on voit qu'à l'intérieur, ce n'est plus un kit. On voit qu'à l'intérieur, il y a des montants en fibre de verre, pliable s'il vous plaît. C'est André qui a exigé qu'on ait ça. Moi je voulais pas parce que c'est un peu plus cher, je voulais que ce soit le moins cher possible, mais il a insisté. Et du coup il a gagné. J'ai cédé. Du coup on a des montants en fibre de verre pliables, un peu comme dans une tente de camping. Très commode et très facile à installer. Et la nouveauté de la tente 2024, c'est que le dessus, c'est un toit, ce n'est plus du tissu. C'est un toit semi-rigide et la matière, c'est du treillis en fibre de verre. Habituellement, on utilise ce matériau dans la construction pour mettre sur les murs et faire tenir de l'enduit, par exemple. Donc c'est super parce que c'est léger, ça résiste, c'est de la fibre de verre, ça résiste à l'eau, ça résiste à l'extérieur. Et c'est rigide, ce qui fait que ça nous permet de poser la boîte de capture. Là je n'ai pas la boîte de capture, je ne peux pas la montrer, je ne l'ai pas amenée. Mon but, je vais le montrer, c'était de tester la maille. Tester la maille du toit en fibre de verre. Bien entendu, il faut que les abeilles traversent. Là, je le mets devant la... Ah là là, je mets devant la ruche, je vais attendre que les abeilles montent en haut et puis je vais montrer qu'elles traversent. Les abeilles qui montent. Alors, c'est pas commode, ça tient là? Ouais, ça tient. Donc on a besoin que la maille laisse passer les abeilles facilement. Avec du 6 mm, carré 6 mm, ça passe sans problème. On ne veut pas que les petits frelons passent. Alors là c'est délicat, hein. On veut que les abeilles passent facilement. Là on voit qu'elles passent presque trop facilement. Ici là, il n'y a aucun souci, elles passent vraiment direct, sans hésitation, sans même chercher. Donc ça c'est bon pour les abeilles. Je vois pas de faux bourdons. Il n'y a peut-être pas encore de faux bourdons, je sais pas moi. Et les faux bourdons traverseraient pareil sans aucun souci, donc ça va. Alors après, j'ai pas de frelons évidemment sous la main. Il y a des abeilles qui s'accumulent, j'ai pas envie de me faire piquer non plus. Hein. Donc il faudrait tester sur... bon, les frelons on ne pourra pas tester évidemment, donc c'est le problème. Donc c'est du 6-6, normalement ça va. C'est-à-dire que même si les petits frelons pouvaient traverser le toit, en réalité ils ne le font pas parce qu'ils ont une abeille dans le bec, ils n'aiment pas se poser, donc ils volettent en haut de la tente, ils tapent et ils se retrouvent dans la boîte de capture. Là la boîte de capture c'est vraiment une très grosse amélioration. On la met sur le côté. En réalité c'est pas tout à fait une boîte de capture, on pourrait dire que c'est un manchon. Les frelons rentrent dans le manchon, c'est ouvert complètement en bas. Et ils montent dans la boîte. Et quand ils sont dans la boîte, ils continuent de voler de gauche à droite. Et ils finissent dans une bouteille de capture classique sans appât. Voilà une abeille qui est là, coincée là. Elle n'est pas coincée, elle se tâte. Elle se dit, je fais quoi là? Je passe, je me repose, je fais quoi? Il n'y a aucun souci. Donc voilà où on en est. Voilà le modèle
2024. Beaucoup de gens ont commandé ce modèle, ils ont bien fait parce que le prix est à 18 €, mais ça ne va pas continuer très longtemps. Le prix normal c'est 26 € TTC, ça sera peut-être dans une semaine, je sais pas. Je sais pas trop quand on va changer de prix. Donc ne pas hésiter à commander ces tentes maintenant pour profiter de ce super prix. Et même, je conseille d'en acheter autant qu'on en a besoin parce que si quelqu'un n'est pas, je le répète, hein, normal, si quelqu'un n'est pas satisfait de ces tentes, elles seraient reprises sans aucune discussion. Donc, il y a beaucoup d'abeilles quand même, hein. Hé, hé. Ça c'est de la colonie, hein. Hé, hé. Ah, j'aime voir ces abeilles voler vent. Ah, pas mal quand même, hein. Ah, j'ai une colonie avec des abeilles, hein. Ah, c'est tombé par là. Ah voilà, tente est tombée. Voilà, bravo. Alors, je parle de tout comme d'habitude. J'ai vu que cette année, il y a une vraie effervescence autour de la lutte contre les frelons. On n'avait pas connu ça les années précédentes. Il y avait une sorte d'indifférence. Les GDSA, tout ça, faisaient du piégeage, mais c'était pas... C'était pas très nerveux. Et en fait, on s'en rend compte cette année parce que là, ça bouge dans tous les sens. Il y a, il y a des apiculteurs un peu politicards qui ont fait le siège des élus. Ils ont mis la pression, ils ont culpabilisé tout le monde. S'il y a plein de frelons en France, c'est la faute de l'État qui n'a rien fait. Comme si, comme si c'était la responsabilité de l'État d'empêcher les espèces exotiques d'envahir un pays, sachant qu'on ne peut absolument pas les empêcher, il n'y a rien à faire, quoi. Donc c'est vraiment une mentalité DM que je déteste, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ils ont fait leur petit lobbyisme, et il y a des élus qui sont à l'écoute, qui sont intervenus, et du coup l'État a envie de faire quelque chose. Mais bon, en même temps, ils ne sont pas complètement cons, ils se sont un peu renseignés auprès des scientifiques, et je pense qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent rien faire. Donc ils se sont lancés à faire un plan national, et quand on écoute, on voit que c'est incroyablement vide, il n'y a absolument rien. En gros même, si on lit entre les lignes, en fait, il y a bien plus que l'idée de développer le piégeage. Alors ils se racontent des histoires, hein. Ils vont faire des comités locaux qui vont faire du reporting et tout. Enfin bon, le pipeau total. Et par contre, d'un autre côté, ils expliquent que du coup, le piégeage dans tous les sens, eh ben, ça va presque devenir interdit dans pas très longtemps. C'est ça qu'il faut lire en fait. Si on écoute bien, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que le piégeage de fou, où on dit aux gens mettez des pièges dans votre jardin dans tous les sens, eh ben, c'est ça qui va finir par être condamné et interdit. Au passage, il y a des gens qui s'expriment un peu plus en disant que les techniques de Frelon 3, il faut absolument l'empêcher, l'interdire, parce que c'est irresponsable. Et ils n'ont pas tort en fait. En fait, les arguments qu'ils donnent ne sont pas mauvais. L'idée, le fait qu'on mette du produit toxique sur un frelon et qu'on le laisse partir, bah en fait on ne sait pas où il va. Il peut très bien se poser n'importe où, sur l'étal d'un boucher et contaminer des gens. Donc en fait c'est pas du tout idiot, moi j'y avais pas pensé, mais c'est un argument critique qui est tout à fait valable. On ne peut pas mettre du poison sur les insectes et les laisser partir au hasard, c'est absurde. C'est complètement absurde. Donc voilà. Une autre nouveauté aussi, et là j'ai pris conscience d'un truc que j'avais pas bien mesuré, c'est qu'en réalité, les harpes électriques sont très populaires. L'idée s'est énormément développée. J'en avais pas conscience. J'étais resté avec l'idée que les gens qui fabriquent des harpes le font un peu comme ça, localement, en bricolant. Ce qui est vrai aussi, hein, puisqu'il y a plein de gens qui fabriquent des harpes pas chères, les harpes tréteaux, avec une astuce de fabrication. La qualité n'est pas trop au rendez-vous non plus, hein. Les harpes tréteaux, ça fait un peu misérable. Mais en revanche, les harpes vendues par des Portugais qui sont hyper soignées, j'en ai vu une il y a la semaine dernière, dans une réunion
d'une association. Et en fait, la harpe, elle est super belle, super soignée, mais ça vaut hyper cher. Moi, j'ai un apiculteur qui m'a appelé, il se reconnaîtra sûrement, il y a 2-3 jours, qui est en Haute-Savoie et en Corrèze, et il m'a dit qu'il avait acheté des harpes et qu'il en avait eu pour dans les, je sais plus combien, 800, 900 euros pour 3 harpes. Ça me paraît un peu cher. Et qu'il s'en est servi, qu'elles sont tombées en panne et qu'il n'a pas réussi à les réparer et qu'il s'est pris des pêches et du coup, il abandonne les harpes. Donc les harpes, je pense qu'il va y avoir un souci de mise en œuvre que j'avais anticipé en fait. Les harpes, nous, on s'y intéressait il y a 10 ans, ça passe vite, il y a 9 ans exactement, en 2015. Et on avait énormément travaillé dessus pendant, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 saisons. On avait fabriqué nos propres harpes qu'on appelait des barrières électriques. À l'époque, il y avait l'inventeur des harpes qui avait déposé un brevet et qui râlait parce qu'il n'arrivait pas à obtenir son brevet. Et puis au final, il n'a pas eu son brevet, le pauvre. Et je trouve ça un peu injuste. Parce que c'est vrai qu'il n'avait pas inventé le concept. Le concept d'utiliser l'électricité pour protéger les ruches, il y avait un Chinois qui avait fait des vidéos avec des petites harpes qu'il mettait devant la ruche. Donc c'est vrai que la nouveauté n'était pas totale. Par contre, sa présentation de la harpe était nouvelle. Et d'ailleurs, elle s'est imposée. Hein. Donc du coup, le fait qu'il n'ait pas eu son brevet, je trouve que c'est pas sympa. Mais en même temps, je comprends pourquoi il n'a pas eu. Obtenir un brevet, c'est assez difficile. Il y a un effort de rédaction à faire qui est, je pense, c'est rédhibitoire pour le commun des mortels. Il faut soit comprendre très vite, en lisant des brevets et en discutant avec les gens de l'INPI. Avoir la chance, moi j'ai eu la chance de tomber sur une personne à l'INPI qui a été super sympa avec moi. Elle a discuté avec moi, elle m'a expliqué comment fallait rédiger. Bon, en même temps, je comprends vite, donc ça m'a aidé. Mais si on rédige soi-même comme ça, intuitivement un brevet, on n'a aucune chance qu'il soit accepté, c'est impossible. C'est impossible, c'est trop précis. Le formalisme est trop précis pour qu'on ait une chance d'y arriver. Alors après, passer par un pro pour se faire rédiger le brevet, quand on est des amateurs comme nous, on n'a pas trop envie de faire ça, parce qu'on n'a pas des milliers d'euros à dépenser juste en rédaction, quoi, ou même des centaines d'euros. Donc voilà. Donc le gars, il n'a pas eu son brevet, c'est un peu tristounet. Du coup, il y a plein de gens qui fabriquent des harpes aujourd'hui. Et voilà. Et donc là, la nouveauté, c'est qu'il y a des gens dans les GDSA qui se sont entichés des harpes électriques. Alors là, c'est limite scandaleux parce que c'est des gens qui ont, allez, on va dire, peut-être 1 an d'expérience avec les harpes. Allez, peut-être 2 ans, mais certainement pas 3 ans. Et qui participent à des séminaires web et qui expliquent que la harpe, ça fonctionne super bien et j'en ai même entendu un dire qu'il suffisait de mettre une harpe sur un rucher de 5 ruches pour protéger le rucher. Alors là, c'est carrément de la désinformation. Est-ce que des harpes peuvent protéger un rucher? Alors les expériences qu'il y a, c'est surtout en Espagne, c'est surtout les Espagnols qui sont désespérés, qui se sont lancés dans le test systématique d'un peu tout. Le cheval de Troie, ils ont fait, pour la première fois, il y a un Espagnol qui a fait une vraie étude, quelque chose presque du niveau scientifique. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui ont testé les harpes. Et ceux qui pensent avoir des résultats, ils ne mettent pas une harpe pour 5 ruches, ni 10 ruches. Ils mettent 6 harpes pour 5 ruches. En fait, ils mettent les harpes, ils alignent les ruches. Ils font exactement ce que nous, on a fait en 2015. On avait mis une harpe par huche plus une à la fin. On créait un couloir, on alignait les ruches. On mettait un filet derrière pour empêcher les frelons de passer. Et devant la ligne de ruches, on mettait des ruches vides ou des plantes. On fabriquait un couloir et à l'entrée et à la sortie du couloir, on mettait une harpe. Et ça, d'autres l'ont redécouvert. Alors est-ce qu'ils se sont inspirés de notre propre expérience? C'est possible parce que l'idée a fait son chemin. Nous, on a vu qu'un apiculteur espagnol ou portugais avait
suivi notre modèle et il se peut que nous, ça a été oublié ce qu'on a fait parce que ça date d'il y a 10 ans, donc c'est oublié. On n'a même pas fait de vidéo, j'ai supprimé toutes les photos. Les seules traces qui restent, c'est peut-être des commentaires dans le forum Varé, puisqu'à l'époque, je n'avais pas de chaîne vidéo, je traçais tout ce que je faisais dans le forum Varé. Et du coup, l'idée a peut-être suivi son chemin et l'idée du couloir vient peut-être de nous, ce ne serait pas étonnant, ou elle a peut-être été réinventée parce que ça arrive souvent que les bonnes idées soient réinventées. Et du coup, voilà, donc est-ce que ça marche? Nous, on n'avait pas été jusqu'au test parce que je m'étais rendu compte, à la fin de la saison, mes derniers tests, c'était que ça taclait les frelons. J'avais 2 versions, soit une harpe en début et en sortie de couloir, en entrée de couloir, soit carrément une harpe en perpendiculaire entre toutes les ruches. Et à la fin de la saison, ça semblait pas mal, mais j'avais terminé, comme je suis toujours très prudent, j'avais terminé en disant ok, on arrive à tacler les frelons, on ne les tue pas parce que nous on mettait pas de bassine en bas de la harpe, on ne les tuait pas, ils s'enfuyaient et on se posait la question, quand ils vont revenir, est-ce qu'ils vont apprendre ou pas? Et c'était une question ouverte et c'était la fin de la saison. Et puis ensuite, l'année d'après, j'ai fait une pause, je ne sais plus quoi. En tout cas, j'ai décidé d'arrêter de tester les harpes. La raison, c'est que j'ai considéré que même si ça marchait, ça allait coûter trop cher et ça allait demander trop d'efforts aux apiculteurs pour installer le système. Et du coup, je pensais que ça serait rejeté pour cette raison. Et je pense toujours que c'est vrai. Hein. Parce que là, quand les apiculteurs vont mettre... dans les premiers temps, le gars qui avait inventé les harpes, il vendait ses harpes, c'était un scandale. Il vendait ses harpes presque 1000 € la harpe. C'était un scandale. Et bien entendu, il a réussi à en vendre, parce qu'il y a des associations d'apiculteurs qui dépensent l'argent qui ne leur appartient pas, donc c'est facile. C'est facile d'acheter une harpe, de dépenser 1000 € dans une harpe quand c'est pas vous qui payez. Il n'y a pas de problème. Par contre, le prix des harpes a beaucoup baissé, c'est normal. Et alors, les gens qui mettent une harpe au milieu d'un rucher et qui pensent que ça va avoir la moindre influence, alors là, c'est sûr que l'influence, ça va être zéro, rien, ça va rien changer. Alors après, sur un rucher de 5 ruchers, si on prend 3 harpes et qu'on les met au hasard, ou alors à l'endroit qui nous paraît le plus judicieux sur le rucher, ça n'aura aucun impact, ça ne protégera absolument pas les ruchers, et ça, j'en suis certain. Après, si on commence à rentrer dans une logique de couloir, et puis de mettre systématiquement des harpes en perpendiculaire, comme nous on le faisait, là c'est ouvert. Donc il y a des Espagnols qui se sont lancés dans l'expérience. Donc il y a des vidéos, hein, c'est pas dur à trouver. Et il faut voir. C'est certain que ça peut marcher sur un rucher une année. La question c'est de savoir si c'est généralisable. Est-ce que ça marchera sur plusieurs ruchers systématiquement? Ça, c'est pas du tout certain, et à mon avis, ça n'a pas été testé. Donc il faudrait attendre de voir. L'autre souci, c'est que même si ça marche, ça va coûter une fortune. Hein. Les harpes, même quand on les fabrique soi-même, ça coûte de l'argent. Alors si on les fabrique soi-même, ça peut ne pas coûter grand-chose, c'est vrai. Et en plus, l'avantage qu'il y a maintenant, c'est que des modules de haute tension, maintenant, il y en a sur AliExpress, ça coûte même plus très cher. Alors que nous, il y a 10 ans, l'essentiel du temps qu'on a passé, c'était pour fabriquer les modules de HT, alors qu'on n'est pas électronicien. Donc on allait sur Internet, on retrouvait les schémas, on achetait des tas de modules électriques, on explosait des condensateurs comme du popcorn, et à la fin, on avait plus ou moins réussi à faire des modules de HT, en tout cas suffisamment pour faire nos tests. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile. Effectivement, si on prend des tréteaux, alors il y a une idée qui s'est perdue, et bon, je relance l'idée pour des gens que ça intéresserait. C'est qu'on voit des gens qui mettent des fils un par un sur des tréteaux ou sur des montants un peu plus solides. Et évidemment, ça, c'est mortel. Hein. Celui qui se lance dans cette opération, il va vite se fatiguer. S'il n'a que 2 ou 3 harpes à faire, ça va. Mais c'est horrible à faire. En plus, il y a des problèmes de tension. On risque d'exploser. Avec le tréteau, c'est pas mal parce que c'est solide. Mais en gros, c'est pas du tout commode à fabriquer. Donc il y avait une idée qu'on avait trouvée. C'était au lieu de mettre des fils un par un, on peut utiliser que 2 fils et on fait de l'enroulement.
on enroule le fil autour des montants et du coup on intercale les deux fils et du coup on se retrouve avec un enroulement et deux fils très longs et c'est très facile à installer par rapport au fait de couper les fils et les mettre un par un. Alors ça c'est une idée que je relance si ça intéresse quelqu'un. Moi je pense que je referai pas de harpe. Donc je lance l'idée, si quelqu'un veut se relancer sur cette idée, ça pourrait être un moyen d'améliorer les harpes. Donc sur le fond, on va avoir des tas de gens qui vont encore dépenser des fortunes cette année, comme ça a été le cas les années précédentes avec des pièges de capture qui n'ont pas servi à grand chose. Donc cette année encore, on va voir des tas de gens qui vont dépenser des centaines d'euros pour rien. Et voilà. Et ce qui est un petit peu malheureux, c'est de voir des gens dans le GDSA qui sont tout émoustillés parce qu'ils ont une expérience avec les harpes, ils ont fabriqué des harpes, ils ont fait des stages, ils ont réussi à protéger un rucher et ils s'imaginent que cette année ça va remarcher. Non, ça ne marchera pas. Mais bon, on verra bien. Donc moi j'étais donc venu tester le maillage. Du 6 mm, c'est du classique, ça marche. Est-ce que les petits frelons vont traverser le 6 mm? Moi j'ai une décision à prendre, c'est que soit je laisse tel quel le 6 mm et avec les petits frelons je serai quand même un peu déçu. Là on va distribuer des milliers de tentes, donc si on doit renvoyer aux clients quoi que ce soit, à chaque fois payer 5 € de transport, ça va être un peu pénible. Donc il faut qu'on soit un peu plus prudent et qu'on anticipe sur des problèmes possibles. Je pense que 6 mm ça va marcher. D'après l'expérience qu'on a, même si les petits frelons traversent le 6 mm, ils ne vont pas le faire vite. Ils vont voler, taper le plafond et finir par se retrouver dans la boîte de capture. Donc en réalité, il n'y a pas tellement de risques. Si je veux sécuriser, j'ai deux solutions possibles. Et je pense que je vais le faire, je vais réfléchir. J'ai trouvé du treillis vraiment très bon marché. Et donc, la solution pour anticiper ce problème, c'est de fournir deux pièces de maillage et de proposer de les poser l'une sur l'autre pour diminuer la taille du maillage si besoin. La plupart du temps, il n'y aura pas besoin, mais quand il y en a besoin, on aurait cette solution de repli de mettre la deuxième pièce de maillage pour réduire le maillage de 6 mm. L'autre solution que je vais étudier aujourd'hui, c'est de fournir du 6 mm et du 5 mm. Donc là, je vais faire le test rapidement. Je vais récupérer du maillage 5 mm. Je vais l'amener ici pour tester sur les abeilles. Et si je vois que les abeilles traversent facilement, je pense que je vais peut-être faire ça. C'est peut-être plus malin, avoir du 5 mm et du 6 mm. Toutes les abeilles n'ont pas la même taille partout. À Bordeaux, je me rappelle Léa qui me disait que ces abeilles n'avaient pas la même taille que chez nous. Et du coup, le fait d'avoir du 5 mm et du 6 mm, ça pourrait être bien. Ça pourrait être pas mal. Donc je vais étudier ça aujourd'hui, je vais peut-être me dépêcher un peu. Parce que là, on va... Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a pas mal de gens qui nous ont fait confiance et qui ont précommandé leurs tentes. On a 1000 tentes à expédier en avril. On s'est engagé à le faire en avril. On va pouvoir le faire d'ici la fin mars parce qu'on devrait recevoir. On a les tentes, on a reçu les montants en fibre de verre. Il nous manque les boîtes de capture, il nous manque les pincettes et il nous manque... Non, c'est tout. Les pincettes, les boîtes de capture. Et les liens, ouais, des petits liens, des petits élastiques qui permettent de maintenir les boîtes de capture. Ça, c'est presque arrivé. Donc dès qu'on les a, on va pouvoir expédier toutes les tentes qui ont été commandées. Donc encore une fois, hein, c'est une super bonne idée de commander ces tentes maintenant pour les avoir à un bon prix. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit. Je trouve que mon emballage de ruche là, c'est pas mal finalement. J'ai fait ça en 5 minutes. Visiblement, j'ai touché la fibre de verre, c'est pas humide. La fibre de verre n'a pas pris l'humidité, donc c'est plutôt bien. C'est facile à enlever, c'est facile à remettre. Je me demande si je vais pas généraliser ça en hiver.
c'est une protection contre le vent. Et ça permet d'éviter que la ruche se refroidisse trop facilement. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, très facile à mettre en œuvre. Donc à suivre. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais entrer chez moi, je vais acheter du treillis en 5 mm. Je vais venir le tester sur les abeilles et je déciderai de l'inclure dans la tente 2024 ou pas. Je pense qu'au minimum, je vais mettre 2 pièces de maillage pour se donner un petit peu de marge et pouvoir rebondir si jamais on se rend compte que les frelons sont trop petits et qu'ils traversent trop facilement le toit. Là vraiment on est dans la précaution parce qu'en réalité il n'y a pas beaucoup de risques. Mais là comme on commence à vendre beaucoup de tentes, il y a quand même intérêt à être prudent et anticiper sur des surprises. Bon ben voilà rucher, hein. J'ai fait mon laïus, j'ai une vidéo de plus. Je suis pas mécontent, le jardin est super beau là. Là le gars il est passé avec sa tondeuse. Il avait l'intention de laisser les trucs, les herbes hautes et ça lui a pas plu finalement. Il a tout viré. Je trouve que c'est bien comme ça aussi. Moi j'aime bien la pelouse. Bon ben je pense que ça peut être fin de la vidéo. J'avais prévu de donner du candy aux abeilles, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si c'est trop tard ou pas. Je pense que là elles sont très actives. Je peux mettre du candy à l'extérieur pour les laisser venir le chercher si elles veulent. Ça mange pas de pain. Par contre, je pense que vraiment ce qui est important maintenant, c'est que je sois sérieux avec les varroas. Il faut que je compte les varroas qu'il y a dans ces colonies. C'est vraiment là, c'est la moindre des choses. Allez, j'ai du mal à arrêter, mais fin de la vidéo.